messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Interview accordée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Alain-Claude Libizé. Une question liée essentiellement au domaine de la communication, mais également des questions politiques vont être abordées au cours de cette émission. Et comme nous venons d'organiser la journée internationale de la liberté de la presse, ça va être la première question. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Chateau. Alors, cette journée de la liberté de la presse a été célébrée à Libreville. On a vu cette rencontre entre le président de la République et l'ensemble de la presse gabonaise. Comment les autorités ont-elles organisé cet événement au Gabon? C'est un événement que nous avons l'habitude de célébrer. Et pour cette année, encore une fois, nous avons eu le soutien de l'UNESCO. Il y a donc eu mise en place d'un comité d'organisation avec d'une part des agents du ministère, des acteurs du monde de la communication, des journalistes indépendants et de la presse privée, et d'autre part des représentants de l'UNESCO. Donc un certain nombre de réunions ont eu lieu et un programme a été arrêté. Simplement, le chef de l'État a tenu, en ce qui le concerne, à s'impliquer pour cette journée et témoigner ainsi de sa volonté d'œuvrer en faveur d'une presse toujours plus libre, plus indépendante, mais une presse également responsable. D'où il a tenu à recevoir au Palais de la Présidence des représentants de la presse publique, privée, indépendante, et il y a eu un échange franc entre des journalistes et le chef de l'État. Donc ça a été un clou, plutôt un point d'orgue pour cette journée. Ensuite, il y a eu les manifestations à la maison Georges Awiri, en présence du président du CNC, des représentants de l'UNESCO et d'autres. Et là aussi, je ne pouvais plus prononcer un discours, puisque le chef de l'État l'avait déjà fait. Mais il y a eu ouverture du forum de discussion. Ça a été plutôt une belle célébration, même si, vous allez me le dire, on peut déplorer que le Gabon ait perdu 5 places au classement de Reporters sans frontières. Et effectivement, j'allais vous poser la question. Le classement du Gabon aujourd'hui par rapport à Reporters sans frontières, est-ce que ça offusque un peu les autorités gabonaises? C'est un classement plus que contestable. Lorsque l'on vit au Gabon, il ne me semble pas que la presse au Gabon soit particulièrement confrontée à des difficultés au quotidien. Bien au contraire, nous avons le sentiment, en ce qui nous concerne, que la presse est totalement libre dans notre pays. En revanche, le classement, il est effectué parfois sur des impressions. Il y a eu quelques difficultés entre un parlementaire et un journaliste. C'était suffisant pour Reporters sans frontières de considérer qu'au Gabon, les autorités poursuivent les journalistes. Mais c'était un problème personnel, individuel, qui n'avait rien à voir avec l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Voilà. Alors, on va peut-être parler de cette affaire de la subvention, la presse qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Il y a une certaine presse qui avait été écartée de cette subvention. Comment avez-vous géré ce malentendu, ce malaise? Mais d'abord, personne n'a été écarté. Il faut quand même resituer les choses. Une commission a été mise en place conformément à la loi. Là, le ministre n'a rien inventé. C'est une commission qui existe et qui est mise en place chaque année. Cette même commission a été mise en place. Simplement, les critères fixés par la loi, si par le passé, ils n'ont pas été exigés, nous avons tenu à faire en sorte que la responsabilité d'un patron de presse soit également engagée. Que doit faire un patron de presse? Il doit déclarer son personnel, le déclarer à la CNSS, parce qu'il faut le couvrir, déclarer sa fiche d'impôt, parce que ça fait partie des actes citoyens, mais également faire en sorte qu'il soit en règle avec toutes les lois de la République. C'est la seule chose qui a été exigée, rien d'autre. La subvention est un droit, certes, mais c'est un droit conditionné. Conditionné à quoi? Conditionné à une demande. Lorsque l'État octroie les bourses aux étudiants, l'État fixe des critères. Et l'État vous dit, pour avoir droit à la bourse, il faut au moins effectuer une demande qui est déposée à telle date au plus tard. Ils n'ont même pas fait de demande. Donc, de mon point de vue, ceux qui se peignent aujourd'hui sont très mal placés. Ensuite, il y en a qui ont rempli les critères. Je prendrai le cas du responsable du journal Le Soleil, qui n'était pas en règle au moment du début des travaux, mais qui, en 15 jours, a réussi à se faire immatriculer à la CNSS, a réussi à aller payer ses impôts, à ramener toutes ses preuves, et la commission a tenu compte des efforts qui ont été faits, et il a eu droit à la subvention. Donc, tout a été tout à fait équitable, honnête et transparent. J'entends dire que certains saisiront le Conseil d'État. Je n'ai pas envie de dire chiche,
Mais attendons voir. Et que dites-vous de ceux qui pensent que c'est une sorte de chasse aux sorcières, c'est une manière habile de museler les journaux de l'opposition, par exemple? Mais vous savez, moi j'ai la faiblesse de penser que celui qui crée un organe de presse crée d'abord une entreprise. Et une entreprise n'attend pas la subvention de l'État pour fonctionner. La subvention de l'État arrive comme un appoint. Donc d'imaginer qu'on va se servir de ceci pour essayer de museler, c'est quand même ne pas connaître l'étendue des pouvoirs dont dispose un État. Si telle était la volonté du pouvoir, on interdirait simplement la distribution de ces journaux. Or, ils sont imprimés et distribués régulièrement devant tout le monde et ça n'offusque personne. Donc nous, on n'a pas un problème avec ça. Mais est-ce qu'un jour, on va accepter dans notre pays que les donneurs de leçons commencent par se regarder eux-mêmes et qu'ils commencent eux-mêmes par respecter la loi? Est-ce que demander à quelqu'un de payer son impôt, ça devient un problème dans un état de droit? Est-ce que demander à un chef d'entreprise d'immatriculer son personnel, ça devient un problème dans un état de droit? Donc c'est la seule question qui est posée. Le reste n'est que supputation politicienne et ne nous engage pas. Dernière question sur ce sujet, est-ce que le ministère de la Communication est prêt à donner cette subvention à tous les organes de presse, notamment ceux de la presse en ligne? Oui. C'est une presse qui n'est pas encore reconnue dans les textes apparemment. Est-ce que cette presse en ligne aura cette subvention si elle se mettait en règle comme vous voulez? Il faut reconnaître aujourd'hui que la plupart des Gabonais s'informent en ligne. Je déplore d'ailleurs qu'ils soient mal informés puisque là aussi il y a à boire et à manger. Nous avons soumis au Parlement une ordonnance. Malheureusement, certains de vos confrères qui n'ont pas bien compris le sens de l'ordonnance ont fait du lobbying avec le soutien de quelques membres du CNC qui le déplorent aujourd'hui d'ailleurs pour que l'ordonnance ne soit pas ratifiée. Vous constaterez que ceux qui étaient contre cette ordonnance se sont révélés maintenant, ils étaient au PDG, maintenant ils ont quitté le PDG, mais ça c'est une autre histoire. Si demain, la loi qu'on a adoptée au niveau du gouvernement et qui se trouve aujourd'hui au Conseil d'État était finalement votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État, à ce moment-là, la presse en ligne sera prise en compte. Mais dès l'instant où la loi reconnaîtra la presse en ligne, elle sera prise en compte non plus sur les 300 millions qui sont donnés cette année, mais sur les 2 milliards qui sont inscrits et qui sont véritablement, qui devront être une bouffée d'oxygène pour la presse de manière générale, y compris pour les chaînes de télévision privées et les radios privées. La politique à présent, monsieur le ministre, si vous le voulez bien, nous venons de constater sur la scène politique française la création d'un mouvement de soutien à l'action politique de François Hollande. Oui. Le mouvement s'appelle EO la gauche. Oui. Ce mouvement ressemble à quelques traits près à un mouvement que vous avez créé autour du président Ali Bongo Ondimba et que vous avez dénommé le Mogabo, qui avait été dissous quelques temps après. Est-ce que vous pensez que les Français ont pu calquer cela sur le Gabon? Ah, mais écoutez, si nous avions à le dire, ce serait peut-être prétentieux. Mais vous savez, l'exercice du pouvoir peut isoler. Et lorsqu'on est membre du gouvernement, on n'a pas forcément le temps d'aller expliquer ce qu'on fait aux populations. Parce qu'on a le nez dans le guidon et qu'on a besoin de faire avancer les réformes et d'obtenir les résultats. Il en est de même pour le chef de l'État. Il est aux commandes, il travaille pour le pays, il impulse des réformes, il vérifie que tout est fait. Il n'y a pas forcément le temps d'être sur le terrain. Or, ce temps-là, l'opposition en dispose parce qu'elle n'est pas aux responsabilités. Elle n'a pas à rendre compte. Il y en a là-dedans qui se lèvent le matin et qui n'ont que ça à faire, être près des populations. Donc, d'un certain point de vue, il y a un petit avantage à être dans l'opposition puisqu'on a ce temps sur le terrain pour inculquer et inoculer parfois des contre-vérités. D'où la nécessité, lorsqu'on est aux responsabilités, de ne pas perdre ce contact avec le terrain. Ce qui se fait aujourd'hui autour de François Hollande, c'est exactement la même chose. Monsieur Hollande est président, il est tout occupé à impulser des réformes dont il pense qu'elles sont nécessaires pour la France. Il a un gouvernement, mais à un an de l'élection, il se rend bien compte que le PS, qui est le parti de François Hollande, ne peut pas être sur le terrain, parce que le PS doit faire autre chose. Et donc, se rendant compte de cela, des membres du gouvernement, sous l'impulsion de M. Stéphane Le Foll, créent un mouvement pour être sur le terrain et pour défendre le bilan positif, d'après eux, de François Hollande. C'est exactement ce que nous avions voulu faire dans le cadre du Mogabo, mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, dont l'émission était claire. Être sur le terrain, être au contact des Gabonaises et des Gabonais,
dire ce que fait le chef de l'État, dire ce que fait le gouvernement, écouter les Gabonaises et les Gabonais dans leurs frustrations, dans leurs interrogations et apporter des solutions. Donc c'est un mouvement qui avait vocation en réalité à défendre le bilan du chef de l'État et puis qui est rentré dans une incompréhension au sein même du Parti démocratique gabonais qui n'a pas compris quel était ce mouvement. Et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, chacun a pu maintenant comprendre l'intérêt qu'avait le Mogabo. Et il me semble que ce qui arrive aujourd'hui en France devrait amener certains à mieux réfléchir et à se dire que peut-être que nous avions raison, mais comme souvent, avoir raison trop tôt, c'est parfois avoir tort. Apparemment, Ali Bongo lui-même n'a pas bien compris le mouvement puisqu'il a été amené à le dissoudre. Non, il n'a pas dissous le mouvement puisqu'il n'a pas été créé officiellement. Il a demandé à ses collaborateurs de faire en sorte de mettre la balle à terre, la pédale douce, puisque ça a commencé à susciter quelques incompréhensions fortes au sein du Parti démocratique gabonais. Vous constaterez d'ailleurs, M. Atomou, que ceux qui combattaient le plus le Mogabo au sein du PDG, ce sont eux, en partie, qui sont allés créer Héritage et Modernité et qui sont maintenant rejoints par Guy Zoubandama, qui faisait partie de ceux qui combattaient le Mogabo. Ça veut dire, de mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, que ces gens-là, au sein du parti, ne voulaient pas qu'Ali Bongo soit populaire auprès des populations. Ne voulaient pas qu'on défende le bilan d'Ali Bongo parce qu'ils avaient d'autres idées derrière la tête. Et on a la preuve maintenant qu'ils étaient en intelligence avec l'opposition, qui voulait donc paralyser Ali Bongo, l'empêcher d'être sur le terrain et empêcher le gouvernement d'aller expliquer aux populations le sens des réformes et les résultats des réformes qui ont été engagées. Alors ces gens-là ont également pensé que les droits qui ont été arrogés par le Mogabo étaient normalement les droits du Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire que c'est ce que le Parti démocratique gabonais aurait dû faire, que le Mogabo s'est mis à faire. Encore une fois, ils ont dénoncé le fait que le Mogabo et un certain nombre de personnalités avaient emmuré Ali Bongo Ondimba. Pardonnez-moi, mais le Mogabo n'était pas logé à la présidence de la République. Et vous constaterez d'ailleurs que tous ceux qui ont essayé, dans le cas du Mogabo ou en dehors du Mogabo, d'aller parler d'Ali Bongo sur le terrain, ont été systématiquement combattus. Je me souviens que d'autres collaborateurs du chef de l'État, M. Éloi Zondo, M. Samuel Ngwangou, M. Alexis Mengemouye, eux aussi sont allés sur le terrain parler de ce que fait Ali Bongo et eux également ont été combattus par les mêmes. Donc, le Parti démocratique gabonais, dont je suis membre du bureau politique, comme la plupart de ceux qui ont œuvré pour le Mogabo, nous avons seulement constaté que le Parti démocratique gabonais a ses structures, il a sa façon de fonctionner, sa façon d'être sur le terrain, il a toujours travaillé ainsi, et ainsi il a toujours gagné des élections. Nous avions seulement pensé qu'en attendant que le parti se mette en ordre de bataille, il ne fallait pas couper et il fallait être présent. Donc nous avons été présents, malheureusement, nous avons été incompris, mais les faits aujourd'hui nous donnent raison. Et il me semble qu'il serait peut-être temps, à nouveau, d'être sur le terrain. Alors, vous avez pensé qu'à aucun moment, les tenants de Héritage et Modernité n'avaient raison dans tout ce qu'ils dénonçaient au sein du Parti démocratique gabonais? Ce n'est pas le sujet. Lorsque le Mogabo est né, Héritage et Modernité n'existaient pas. C'est un mouvement qui est né par opposition au Mogabo. Donc, nous, lorsqu'on s'est lancé sur le terrain, eux n'existaient pas. Donc, ceux qui pouvaient penser en leur fort intérieur n'étaient pas sûrs de nous. Nous avons simplement constaté que certains s'agitaient. Et puis, un jour, on a appris que, bon, mais il s'appelle maintenant Héritage et Modernité. Mais vous constaterez d'ailleurs que c'est à la 5e ou à la 6e sortie du Mogabo qu'eux ont fait la leur. Et c'était la dernière sortie du Mogabo. Nous constatons seulement, monsieur, qu'aujourd'hui, c'est un parti d'opposition. Ils prétendaient être des gens engagés pour le PDG, ils combattent aujourd'hui le PDG. Comme quoi, il faut souvent se méfier de ceux qui prétendent être les meilleurs amis du roi, parce que bien souvent, ils se déclarent être les pires censeurs, voire procurateurs du roi. Alors, pour la droite française, le bilan de François Hollande est catastrophique. Ce sentiment est quasiment identique à celui de l'opposition gabonaise sur le bilan d'Ali Bongo Ondimba. Est-ce que finalement, il faut soutenir un bilan juste par reconnaissance à son chef,
Ou alors, il faut être lucide et savoir pointer les insuffisances d'un bilan. Je suis un homme lucide. Et je suis un Gabonais né au Gabon. Né dans les Matitis du Gabon. J'ai grandi dans ce pays. Et je sais reconnaître d'où nous venons. Tout n'a pas été parfait dans le bilan d'Ali Bongo. Mais si l'opposition venait à applaudir Ali Bongo, elle n'existerait plus. La droite française, pour exister, a besoin de dire que le bilan de François Hollande est nul. Même si aujourd'hui, chacun constate que l'économie en France redémarre, que la courbe du chômage s'inverse, mais la droite continue à dire que c'est nul. Il est de même pour ce qui est de l'opposition gabonaise. Je vais vous rappeler quelques chiffres, parce que les chiffres au moins nous mettent d'accord. Quelques chiffres. Je rappelle qu'en 2009, il y avait 120 000 Gabonais qui pointaient à l'Office national de l'emploi, ONE. L'année dernière, à la fin de l'année 2015, il y en a 80 000. Il y a 40 000 Gabonais qui ne pointent plus parce qu'ils ont trouvé un emploi. Au niveau de la fonction publique, il y a 35 000 Gabonais qui ont été recrutés dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'agriculture. On a recruté des Gabonais. Je rappelle que le panier de la ménagère n'a jamais connu le même accroissement au Gabon depuis les 30 dernières années. On a quand même réussi, en un mandat, à augmenter l'indemnité de logement des Gabonais, l'indemnité de transport des Gabonais, le salaire des Gabonais, à immatriculer tous les Gabonais pour accroître leur capacité d'accéder aux soins de santé. Nous avons réussi en un mandat à construire plus de 700 km de routes bitumées. Je suis désolé, ce mandat est plus que positif. Et c'est ce que ces gens-là ne voulaient pas qu'on aille dire aux Gabonais. Parce que pour eux, pour empêcher Ali Bongo d'être candidat, ils voulaient raconter aux Gabonais qu'Ali Bongo n'a rien fait, alors même que les faits, ce sont des faits. Et ces faits-là, il faut qu'on les dise aux Gabonaises et aux Gabonais, que la création de l'emploi est réelle, même si aujourd'hui, avec la situation économique que nous connaissons, certains emplois sont perdus, notamment à Port-Gentil, mais nous avons créé des emplois dans les 6 dernières années et on continue à en créer aujourd'hui grâce au programme Graines notamment. Là-dessus, on va peut-être s'appesantir sur les promesses qui ont été faites en 2009, les promesses de campagne. Ce n'est pas tous les Gabonais qui ont pu feuilleter le projet de société d'Ali Bongo Ondimba pour savoir qu'il devait résorber les questions de chômage. Mais il y a des promesses. Allons-y sur les promesses, lesquelles? Sur le logement. Oui. Les fameux 5 000 logements. Mais pourquoi constitue aujourd'hui une grosse tache noire dans le... Bien entendu. Mais pourquoi a-t-on fait ces promesses? Vous pensez que si les Gabonais avaient tous un logement décent, on aurait promis les 35 000 logements? Il manque 150 000 logements au Gabon, lorsqu'en 2009, Ali Bongo arrive au pouvoir. Ces logements qui manquaient, qui auraient dû les construire? Ceux qui aujourd'hui sont les procurateurs d'Ali Bongo. Ce sont eux qui auraient dû construire ces logements. Donc lorsqu'on va et qu'on constate ces déficits, naturellement, il faut arriver à résorber le déficit. Donc on a été confronté à de réelles difficultés qui n'ont pas permis de réaliser cette promesse. Mais maintenant, nous savons où est-ce que nous avons buté. Maintenant, nous savons comment on peut mieux faire pour le prochain mandat. Mais dans tous les cas, ça fait partie de ce que vous appelez une tache noire. Et Ali Bongo a été le premier à reconnaître que dans le domaine du logement, il n'a pas atteint ses objectifs. Une fois qu'il l'a dit, que nous apprend l'opposition à le redire? Elle ne nous apprend rien du tout. Ça a déjà été dit par Ali Bongo lui-même. Mais pourquoi est-ce que l'opposition parle de la question du logement? Il faut qu'elle soit capable de nous dire, voilà, nous proposons telle autre chose. Jusqu'à ce jour, nous attendons la présentation du programme ou du projet de l'opposition. On ne l'a toujours pas vu. Jean-Ping a mis en place son programme ce matin. Bien, vous voulez qu'on en parle? Mais ce programme, c'est une série de poncifs, c'est des lieux communs, c'est du déjà vu, déjà entendu. Il n'y a aucune innovation dans ce qui est préconisé. Pire, l'avenir du Gabon chez M. Jean-Ping se résume à 32 pages. 32 pages, rapidement écrites, sur lesquelles il n'y a aucune proposition de financement. Aucune. De dire, on va mettre les Gabonais à l'abri du besoin. Sans dire en combien de temps, sans dire comment, sans dire ce que ça va coûter, c'est prendre des Gabonais pour des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que pour mettre quelqu'un à l'abri du besoin, il faut d'abord lui dire où il en est. Or, là-dedans, il n'y a aucun chiffre. M. Ping ne donne pas le chiffre de la pauvreté au Gabon que nous connaissons, que nous avons étudié, et nous savons comment résoudre ce problème. Et nous sommes en train de le résoudre. Donc là-dessus, il ne nous apprend rien et il n'apporte rien de nouveau. Mais, pire que cela,
Au bout de 32 pages, on nous propose enfin le financement. On nous dit qu'il faut 1000 milliards et on nous dit où on va les trouver, les 1000 milliards. Une réduction du train de vie de l'État. C'est une innovation mondiale. Ça, il a inventé la roue, là. Donc, on réduit le train de vie de l'État en quoi faisant? On va taper dans la main-d'œuvre non permanente. Autrement dit, M. Ping, son innovation, c'est licencier les gangs petits. Parce que la main-d'œuvre non permanente, c'est qui? C'est les femmes de ménage, c'est les gardiens d'immeubles, c'est les chauffeurs. Donc pour lui, ce sont eux qui coûtent cher à l'État. Mais eux, ils représentent combien au budget de l'État? 2 milliards. Donc une fois qu'il a récupéré les 2 milliards de la main-d'œuvre non permanente, il reste 998 millions à trouver. Il les trouve où? Milliards. Il les trouve où? Il dit qu'il va réduire le train de vie des institutions. Il ne dit pas comment. Est-ce qu'il réduit le nombre de députés? Donc on passe de 120 à combien? Et dans les 120 à combien? Quels sont les sièges au Gabon qui n'auront plus de députés? Il faut qu'ils disent aux Gabonais, vous, dans tel village, vous n'aurez plus de députés. Il ne dit pas ce qu'il fait du Sénat. Il ne dit rien de tout ceci, donc c'est une fanfaronnade. Mais est-ce qu'on sait à peu près à quoi correspond le train de vie de l'État? Vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, est-ce que vous savez à quoi cela correspond? Mais moi je sais. Mais je sais que ce n'est pas 1000 milliards. Lui qui est dans l'opposition et qui a pris le temps d'étudier, il faut qu'il nous dise où est-ce qu'il va trouver ces 1000 milliards. Moi je sais. Et je sais qu'il ne peut pas les trouver rien qu'en réduisant le train de vie de l'État. Autre innovation, une grande première, il va faire appel au financement extérieur. Exactement ce que l'opposition reproche à Ali Bongo, les emprunts. Donc, tout à coup, il va aussi faire appel au financement extérieur. Et à qui? À l'AFD, avec qui nous venons de conclure des emprunts. L'AFD, qui nous accompagne déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que propose M. Ping. La seule chose qui change, c'est tout sauf Ali. Voilà. Chez M. Ping, les malheurs du Gabon ont commencé en 2009. Mais quand Omar Bongo disait, dans ce fameux discours de 40 ans, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de notre pays ce que nous sommes en train de faire. À qui s'adressait-il? Regardez à nouveau la vidéo, M. Ping est présent, assis. Bien assis. Et donc c'est à ces gens-là que s'adressait Omar Bongo. Comme un certain nombre d'autres personnalités qui sont aujourd'hui au sein du Parti démocratique gabonais également. Mais monsieur, permettez quand même que l'on rappelle ça aux Gabonais. D'accord? Absolument. Bien. Donc c'est un droit de savoir. Absolument. Okay. Alors, l'affront qui a eu lieu au sein du Parti démocratique gabonais, désormais derrière nous? Vous savez, les cellules vivantes, elles se développent parfois en se séparant de certaines. Vous connaissez l'histoire de la paramécie qui se démultiplie. Ça fonctionne comme ça parfois pour les partis politiques. Et s'agissant particulièrement du PDG, il n'est pas assez premier soubresaut. 1990, on parle du parti unique pour le multipartisme. La plupart des partis qui se créent en 1990 se créent quasiment sur le dos du PDG. 1993 a été construit autour des départs du Parti démocratique gabonais. Ogoulou Gendé, président de l'Assemblée nationale, M. Divungi, M. Lemumba Lepandou, M. Mebiam, et ils sont nombreux, qui ont quitté le PDG pour se présenter face à Omar Bongo. Et résultat des courses, la plupart d'entre eux sont revenus dans la maison PDG. Donc, ne vous en faites pas. Il y a une élection qui va se présenter. Les Gabonaises et les Gabonais jugeront, non pas sur la base de qui injuriera le plus ou le mieux, mais sur la base de qui est capable de conduire le Gabon pour les 7 prochaines années. Et nous n'avons pas de doute là-dessus. Les Gabonais reconduiront Ali Bongo au palais du bord de mer. Alors, vous venez de citer un certain nombre de personnalités pour l'année 1993, où il y a eu une élection présidentielle au Gabon. En 1998 également, il y a eu une élection présidentielle. En 2005 également, et dans une moindre mesure en 2009. On a beaucoup plus vu des défections de l'opposition vers le PDG. Ce qu'on voit aujourd'hui pour l'élection 2016, ce sont les défections du PDG vers l'opposition. Est-ce que cela n'inquiète pas les troupes au sein du Parti démocratique gabonais? Il y a 15 partis d'opposition qui, il y a 3 semaines, sont venus au palais du bord de mer déclarer leur engagement à soutenir Ali Bongo. 15 partis d'opposition. Vous les avez vus ou pas? Ils sont 15. L'UPG de Pierre Mamboundou vient de se déclarer et de soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Ça, on l'a vu ou pas? Donc, je veux... Quelle aile? Mais peu m'importe l'aile. L'UPG de Pierre Mamboundou, représenté par M. Mbumba, a décidé, M. Nzengi, a décidé aujourd'hui de soutenir
Ali Bongo Ondimba. Donc, je veux bien que ça fasse plus plaisir de voir qu'on a quitté le PDG, mais je vous rappelle que tous les jours que le bon Dieu fait, des gens adhèrent au Parti démocratique gabonais. 2009, arrêtons un instant en 2009. On nous dit aujourd'hui, 2016, ce sera PDG contre PDG. Mais 2009, c'était qui? C'était PDG contre PDG. Même à l'intérieur de la maison PDG, c'était rénovateur contre rénovateur. André Mbaobam contre Ali Bongo, c'était les rénovateurs. Ensuite, vous aviez Eyegendon, c'était le PDG. Oyemba, c'était le PDG. Tous ceux qui ont été candidats en 2009 étaient quasiment la maison PDG. Donc, ce n'est pas une première. Chaque élection présidentielle, il y a un renouvellement de la classe politique. Et il est en train d'avoir lieu, et c'est une très bonne chose, parce qu'elle donne l'opportunité à ceux de votre génération d'intégrer enfin les responsabilités. Ce n'est pas à 70 ans qu'on se découvre des armes d'opposition. Dernière question, Monsieur le ministre. De nombreux observateurs pensent que vous utilisez beaucoup une plateforme républicaine, votre poste, c'est-à-dire porte-parole du gouvernement, pour parler des questions politiques. Ont-ils raison? Que je sache, le gouvernement, c'est politique. Que je sache, dans notre Constitution, les membres du gouvernement sont choisis au Parlement ou en dehors du Parlement. Lequel Parlement est constitué d'acteurs politiques. Je suis un membre du PDG. La plateforme qui est offerte, je ne parle pas des activités du PDG. Je parle des activités du gouvernement et du chef de l'État, qui sont des activités politiques. Et donc, c'est une plateforme dans tous les pays au monde qui est utilisée par tous les gouvernements pour parler politique. En France, aux États-Unis ou au Gabon. Donc, je ne comprends pas ce reproche. Mais, en même temps, que quelqu'un vienne défendre le bilan du chef de l'État, je comprends que ça peut énerver ceux qui estiment que le chef de l'État n'a rien fait. Mais on ne peut pas mentir à l'œil qui voit. Moi, je vois les insuffisances, mais je vois aussi ce qui a été réalisé et on ne m'empêchera pas de dire ce que je vois. Et vous préférez parler de ce qui a été réalisé? Mais ce n'est pas dans mon rôle de parler de ce qui n'a pas été réalisé, d'autres le font suffisamment bien. Le mien est de parler de ce qui a été réalisé. Merci, M. Alain-Claude Billy-Visé, d'avoir accepté cette interview. Merci à vous d'être restés nombreux devant votre petit écran. On se retrouve très prochainement.